Bienvenue à tous pour cette deuxième partie du 64 minutes avec ce dimanche un invité exceptionnel, une émission exceptionnelle puisque nous recevons le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi TV5 Monde pour cet entretien, en particulier au moment où la France, l'Europe et le monde sont confrontés à la très dangereuse crise ukrainienne. On va parler aussi d'autres sujets comme la présence française en Afrique, les enjeux du climat, avant la grande conférence de Paris fin 2015, aussi la diplomatie économique ou encore des efforts de la France pour attirer des touristes du monde entier en France. Ce sont des compétences qui font partie aussi aujourd'hui de votre ministère. Alors commençons par l'Ukraine, si vous le voulez bien. Vendredi, le Premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk accusait la Russie de vouloir lancer une troisième guerre mondiale. On en est vraiment là, Laurent Fabius? La situation est très inquiétante. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des populations qui sont chauffées à blanc et des incidents qui se multiplient, il peut toujours y avoir un dérapage aux conséquences incalculables. Ouais. Dans cette situation-là, je pense qu'il faut que la France et l'Europe, et plus largement, nous poursuivions trois objectifs. Premièrement, la désescalade. Il n'est pas question d'aller faire la guerre à la Russie, ça n'a pas de sens. Donc, il faut que, et je profite de votre antenne pour le faire, lancer un appel à la désescalade, et en particulier du côté russe et du côté des pro-russes. Deuxièmement, il faut préparer l'élection présidentielle du 25 mai. Les Russes eux-mêmes disent « mais le gouvernement ukrainien n'a pas de légitimité », etc. Nous pensons qu'il a de la légitimité, mais il faut, quand on est dans une crise comme celle-là, qu'on arrive à avoir une nouvelle autorité, d'où l'élection présidentielle. Et troisièmement, il faut qu'on prépare une nouvelle constitution. Le gouvernement ukrainien y est prêt. Donc, désescalade, élection présidentielle, nouvelle constitution. Voilà le chemin de la raison. Désescalade, ça ne veut pas dire baisser la garde, ça veut dire que les sanctions que l'Union européenne et que la communauté internationale, les Occidentaux, pour faire bref, préparent, sont toujours nécessaires. Oui. Il y a, au moment où vous m'interrogez, nous sommes dimanche. Demain, lundi, est prévue une réunion de ce qu'on appelle les corépairs, c'est-à-dire les représentants permanents en Europe. Oui. Et il y aura la préparation d'un nouveau train de sanctions. Les Américains, pour leur part, devraient rendre public un train de sanctions. Et si les choses s'aggravaient encore, il peut y avoir un troisième stade. Un mot sur ces sanctions. Est-ce que les sanctions, qui sont pour l'instant essentiellement d'ordre économique, vont suffire à faire, sinon plier Vladimir Poutine, en tout cas le faire réfléchir? C'est l'objectif. Les sanctions, elles sont multiformes. Il y a eu l'annulation du G8, il y a eu l'interruption de toute coopération militaire, il y a des sanctions personnelles, des refus, des suppressions de visas, des blocages financiers, et puis il peut y avoir une montée en régime. Mais il faut évidemment dire, en particulier aux Russes, que la souveraineté de chaque pays doit être respectée. Nous respectons la souveraineté russe. Les Russes doivent respecter la souveraineté ukrainienne. Vous avez été surpris par la fermeté, par la dureté, on peut même dire, de Vladimir Poutine? Surpris, non, parce que à la place où je suis, il faut en général envisager toutes les hypothèses. Mais, je répète, appel à la désescalade. C'est la seule voie raisonnable. Et pour parler du gouvernement ukrainien, est-ce que vous trouvez que la manière dont les autorités de Kiev gèrent la crise est satisfaisante? C'est très difficile pour ces autorités, d'abord parce que le Parlement est composite, le gouvernement aussi, mais je trouve que le Premier ministre, M. Yatsenyuk, fait preuve, en général, d'une vraie maîtrise dans une situation épouvantablement difficile, parce qu'il y a la menace russe, il y a les difficultés internes, les contradictions dans son propre pays, il y a la difficulté économique, il faut qu'il arrive à gérer tout ça, c'est donc très difficile. Avant de parler des pays environnants, un mot quand même sur la Crimée. Oui. Malgré les 95% en faveur du rattachement à la Russie, il y a eu un référendum le 16 mars, est-ce que pour vous, la Crimée fait toujours partie, Monsieur le ministre, de l'Ukraine? Sur le plan international, la communauté internationale a dit qu'elle ne reconnaissait pas l'annexion. Parce que, comprenez bien que si on accepte l'idée que une région, parce qu'il y a une minorité dans cette région, peut organiser un référendum pour être annexée par un autre pays, contrairement aux souhaits de pays auxquels elle appartient, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières internationales, il n'y a plus de droit international. Imaginez que ça se passe comme ça en Chine, ou va-t-on imaginer que ça se passe comme ça en Afrique.
où il y a des ethnies différentes. À ce moment-là, c'est une source de conflit effrayant, y compris d'ailleurs en Russie, qui a elle-même des populations composites. Donc, il faut bien sûr qu'il y ait une décentralisation. Il faut aussi qu'on prenne en compte les soucis des minorités. Ça, c'est très important. Et en particulier qu'elles puissent exprimer leurs différentes langues, la langue etc. russe, par bien exemple. sûr, Ouais. ça c'est tout à fait fondamental. Mais autoriser la mise en cause de la souveraineté des pays et de ne pas respecter les frontières internationales, c'est extrêmement dangereux. Donc la solution pour l'avenir de l'Ukraine, ce serait une décentralisation, comme on dit, ou même peut-être une fédéralisation? Oui, ça ne veut pas dire du tout un démembrement, mais il faut, et je pense que le gouvernement ukrainien en est d'accord, en discussion avec la population, puisque c'est elle qui est concernée, qu'il y ait une, je ne sais pas quel est le mot, une décentralisation ou une certaine fédération qui prenne en compte la diversité des régions. Alors, vous le disiez à votre place, vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous dialoguez avec la Russie, on connaît Vladimir Poutine, on sait aussi que les Occidentaux ont besoin de Vladimir Poutine. Oui. En Syrie, par exemple, en Iran aussi, ce sont des dossiers très importants, très chauds en ce moment. Pour le moment, il n'y a pas, si vous voulez, de confusion entre les différentes crises. Par exemple, vous parliez de l'Iran. Nous discutons en ce moment avec l'Iran pour essayer de trouver une solution au problème du nucléaire iranien. Et nous avons d'un côté les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne, et de l'autre côté l'Iran. Et les Russes, pour le moment, j'espère que ça va durer, sont solidaires de ce que nous faisons dans le 5+1. Donc il n'y a pas de confusion. On ne mélange pas les dossiers pour le moment. Pour le moment. Ouais. Et c'est très souhaitable, parce qu'à partir du moment où on mélangerait les dossiers, ce n'est pas une crise qui aiderait à résoudre l'autre, mais c'est une crise qui rendra encore plus difficile une autre. Un mot sur la solidarité européenne en la matière. Les Européens sur l'Ukraine sont aussi divisés. Il y a entre autres les Polonais, les pays baltes qui sont assez fermes, qui sont plus fermes. Oui. Cette crise ukrainienne, vous estimez qu'elle est un test important pour la solidarité européenne? Oui, mais pour le moment, je dois dire que les Européens ont été regroupés. 2 exemples. Le 21 février dernier, nous sommes allés avec mon collègue allemand et mon collègue polonais, et moi-même, à Kiev, et nous avons conclu un accord avec la partie ukrainienne qui a permis d'éviter le bain de sang à Kiev. Donc l'Europe était là et a évité le bain de sang. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une sensibilité différente. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais je donne les chiffres suivants. Vous avez sur 28 pays de l'Union européenne, vous en avez 6 qui dépendent à 100% du gaz russe, 12 qui dépendent à plus de 50%. Évidemment, ces pays sont beaucoup plus sensibles à la menace que d'autres pays qui, eux, sont davantage indépendants. Mais il demeure que, par exemple, sur la question des sanctions, elles ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité, et jusqu'à présent, cette unanimité a existé. Alors, vous venez de prononcer le mot de menace. S'il y a bien 2 pays qui sont sensibles à cette menace, c'est la Moldavie et la Géorgie, des anciennes républiques de l'URSS, qui craignent aujourd'hui cette puissance russe. Que feraient, vous y étiez d'ailleurs cette semaine, que feraient les Occidentaux, par exemple, si des incidents devaient éclater en Transnistrie, qui est cette région russophone de la Moldavie? Alors, j'y étais avec mon collègue allemand, et le fait que les Allemands et les Français envoient leurs 2 ministres des Affaires étrangères ensemble a été reçu de manière très positive par ces pays. En Moldavie, la Transnistrie est dans une situation particulière parce que, de fait, elle est sous la dépendance russe aujourd'hui. Mais elle touche à la frontière de l'Ukraine, donc c'est très sensible. Bien sûr, c'est très sensible. Et les autorités moldaves sont tout à fait conscientes de cela. Elles ne raisonnent pas en termes de l'Europe contre la Russie, non. Mais elle souhaite, et nous en sommes d'accord, passer un accord d'association économique avec l'Europe, ce que nous allons faire normalement au mois de juin. En Géorgie, le problème est un peu différent. Vous savez qu'il y a 2 régions qui ont un statut particulier, qui s'appellent l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. La Géorgie souhaite également passer un accord d'association, nous en sommes d'accord. Et je tiens à répéter ici que ce n'est pas parce que ces 2 pays, Moldavie et Géorgie, ont de bonnes relations avec l'Union européenne qu'elles peuvent avoir de mauvaises relations avec la Russie. La géographie est là, et on peut très bien avoir de bonnes relations avec les 2, c'est ce que nous souhaitons. Vous parlez d'association avec l'Union européenne, donc il ne s'agit pas d'intégration? Non, il s'agit d'association, d'un accord économique d'association qui est positif pour ces régions, parce que ça leur permet, en Moldavie, à partir de lundi, là nous sommes dimanche, il n'y aura plus de visa demandé pour des séjours courts des Moldaves
en Union européenne. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur les réactions que l'Occident, que l'Europe aurait si jamais des incidents devaient éclater en Transnistrie. Écoutez, ce qui n'est pas impensable. Nous ne sommes pas là, oui, parce que... Il y a énormément de russophones dans cette région. Oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, c'est pas souhaitable. Oui. Et si cela devait exister, ça signifierait que de la part des Russes, c'est pas simplement un problème vis-à-vis de l'Ukraine, la Crimée, mais c'est une volonté générale d'étendre leur souveraineté, ce qui évidemment poserait des problèmes considérables. Est-ce que la Moldavie et la Géorgie ont leur place dans l'OTAN ? Elles ne le demandent pas. Elles ne le demandent pas. Donc, a priori, des accords de défense suffiraient, des accords de partenariat avec l'OTAN ? Si vous voulez, l'OTAN, il faut faire très attention à cela. Il existe dans le traité concernant l'OTAN un article, qui est l'article 5, qui dit que si un élément d'un pays faisant partie de l'OTAN est attaqué, tous les autres doivent se porter à son secours. Et il ne faut pas entrer dans un système où les Russes se sentiraient eux-mêmes menacés. Donc, pour le moment, c'est la position de l'Allemagne, c'est la position de la France et de beaucoup d'autres. Nous sommes pour un maintien de l'existence. Quand vous étiez en Géorgie, vous avez évoqué un futur voyage du président français François Hollande. Est-ce que vous avez la date de ce voyage ? Il arrive dans très très peu de jours, c'est au début mai. Oui. Alors une question, si vous voulez bien, sur la Syrie, pour évoquer l'accueil des réfugiés syriens en France. Il y a 3 millions de réfugiés syriens qui ont été chassés de leur pays par la guerre. Il y en a 159 qui sont à Saint-Ouen, c'est dans la banlieue parisienne, tout près de Paris, et ils ne parviennent pas à être pris en charge. Ils ne sont pas pris en charge. Le maire a versé, je crois, 1200 €. Et le maire de Saint-Ouen fait appel à l'État français et au ministère des Affaires étrangères pour venir en aide à ces réfugiés. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est une situation qu'on va essayer bien sûr de démêler. Il y a dans la situation épouvantable de la Syrie beaucoup de Syriens qui sont partis à l'étranger, et on le comprend. La France a pris sa part d'une manière officielle, c'est-à-dire qu'il y a des Syriens qui font des demandes de pouvoir bénéficier du droit d'asile et qui sont accueillis en France. Ceux-là, évidemment, ne sont pas passés par ces filières, et donc ils se retrouvent hors tout. Mais il faut trouver une solution humaine, et donc le ministère de l'Intérieur d'une part, le ministère des Affaires étrangères, vous allez intervenir pour eux. On s'en occupe, bien sûr. Alors une question aussi sur les ex-otages français en Syrie. Focus, qui est un hebdomadaire allemand, a affirmé hier, je crois que la France avait versé une rançon de 18 millions de dollars en échange de la libération. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. C'est faux, je confirme que c'est faux. Le président de la République, moi-même, avons eu l'occasion de dire que l'État français n'a versé aucun argent. Et donc, c'est une information qui est sans aucun fondement. Donc, officiellement, la France ne verse pas, officiellement ne paye pas de rançon. Mais c'est sans fondement. Je vais poser ma question autrement. Si la France n'a pas payé de rançon, directement, ça ne veut pas dire qu'une rançon n'a pas été payée. Non, mais je m'engage pour l'État français, bien sûr. Alors, il y a des discussions, parce que les otages qui sont libérés ne sont pas libérés comme ça, par hasard. Il y a des discussions, les services en particulier ont joué un rôle considérable, mais par rapport à l'affirmation qui existe dans ce journal, si j'ai bien compris, disant l'État français aurait versé... Oui, via les services secrets turcs, c'est ce que dit ce journal allemand. La réponse est non. La réponse est non. Encore un mot à propos d'otages. Est-ce que vous avez des nouvelles du dernier otage français, Serge Lazarevitch, qui est quelque part détenu au Sahel ? Vous savez, cette question des otages est une question toujours très délicate, et moi j'ai toujours fait preuve d'une immense discrétion là-dessus, parce que le seul résultat qui est à rechercher, c'est l'efficacité. L'efficacité demande de la discrétion. Mais pour M. Lazarevitch, comme pour les autres, il y a une règle que nous respectons: la France n'abandonne personne, jamais. Et cela vaut aussi, bien sûr, pour M. Lazarevitch. Alors, on est en Afrique, on va y rester. La France, Monsieur le Ministre, est intervenue militairement ces derniers mois au Mali et en Centrafrique. D'abord, concernant le Mali, on peut dire que l'opération, sur un plan militaire, a été un succès. Politiquement, rien n'est vraiment réglé, en particulier dans le nord du pays, avec les Touaregs. Est-ce que le gouvernement malien n'a pas perdu beaucoup de temps pour régler cette question ? Alors, militairement, vous avez raison, c'était un succès, et il faut rendre hommage aux soldats français, aux soldats africains aussi, qui sont intervenus. Sur le plan démocratique aussi, puisque un président a été élu, parfaitement légitime, M. Ibrahim Keïta, une assemblée nationale a été mise en place. Mais il est tout à fait exact que si l'on veut éviter la répétition de ce qui était passé avant, il faut qu'il y ait une discussion entre le gouvernement et
la diversité des populations du Nord. Le président malien le sait parfaitement et nous lui faisons confiance pour que ces discussions soient engagées. C'est absolument indispensable. Vous avez déjà en partie répondu à la question suivante, c'est que vous n'êtes pas déçu par l'attitude politique du président Keïta? Non, je sais que ça prend du temps et évidemment nous pouvons dans notre fauteuil dire il faudrait faire ceci, faire cela. Mais le président s'est engagé à ce que cette discussion ait lieu. Je l'ai rencontré récemment, ainsi que le président français. Il y est décidé et j'espère bien. Des choses ont déjà été faites d'ailleurs, mais il faut qu'ils arrivent à un résultat. On sait qu'il n'y a pas de solution à long terme au Mali s'il n'y a pas de solution non plus pour la question touareg. Bien sûr, bien sûr. Alors à la Centrafrique, les violences continuent entre chrétiens et musulmans. Il y a des soldats français qui ont dû riposter jeudi soir d'ailleurs dans un quartier musulman de Bangui. 7 assaillants ont été tués par l'armée française. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, est-ce que l'armée française restera encore longtemps en Centrafrique? Alors en Centrafrique, il y a à la fois des mauvaises et des bonnes nouvelles. Commençons par les bonnes nouvelles. L'Europe a accepté d'envoyer un certain nombre de soutiens militaires et d'autre part, les Nations Unies... Très timidement et très lentement. Oui, peut-être, mais c'est mieux que rien. Et l'ONU a accepté, à la demande de la France et de la Centrafrique notamment, de décider ce qu'on appelle une opération de maintien de la paix. Et il va y avoir à peu près 12 000 militaires qui vont être sur place au mois de septembre. Et c'est indispensable parce qu'il n'y a pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, rien n'est possible. Bon, ça, ce sont les nouvelles positives. Mais ça n'exclut pas les troupes françaises. En revanche, la situation reste très difficile parce qu'on a évité ce qu'il faudra appeler quasiment un génocide. Mais les tensions restent très fortes entre, d'un côté, les chrétiens et de l'autre, les musulmans, puis d'autres aspects s'y mêlent. Les troupes, qu'elles soient françaises ou africaines, jouent un rôle important pour essayer de séparer les combattants ou les belligérants, mais ça reste très très difficile, et puis il y a un problème humanitaire considérable, et la présidente, Madame Samba Panza, fait face à tout cela avec beaucoup de courage. Ce sera long, ce sera compliqué, mais il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas cette sécurisation, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de vies qui risquent d'être menacées. Mais là aussi, la solution politique reste à venir. Mais bien sûr. Ouais. Vous savez, d'une manière générale, il y a toujours 3 côtés au triangle. 1, la sécurité. 2, la démocratie. 3, le développement. Si vous n'avez pas la sécurité, vous ne pouvez pas avoir la démocratie. Si vous n'avez pas la démocratie, vous n'aurez pas durablement la sécurité et le développement. Et la position de la France, c'est d'essayer de favoriser ces 3 côtés du triangle. Alors on parlait de la solidarité européenne en la matière, en Centrafrique. On a quand même l'impression que la France ne parvient pas à convaincre, ou difficilement en tout cas, ses alliés, ses partenaires européens. Je vais vous faire une grande confidence. Que ça concerne aussi leur sécurité, bien ce qui sûr, se passe dans cette région. Je vais vous faire une grande confidence, c'est qu'il y a, je plaisante, 28 pays en Europe, il n'y en a pas qu'un, la France. Certains pourraient le regretter. Non, il y en a 28. Et donc, nous payons d'exemple, nous essayons de convaincre nos partenaires, nous y arrivons souvent, pas toujours. Mais c'est tout à fait exact que c'est pas simplement l'Afrique qui est en jeu, c'est nous-mêmes. Quand on parle, vous le faisiez à l'instant, du Mali, c'est pas loin. La Centrafrique non plus. La Libye, c'est pas loin. La Tunisie, c'est pas loin. À chaque fois, ce sont des situations différentes. Mais je dis parfois à mes collègues, c'est une boutade, et encore, si vous n'agissez pas par solidarité, agissez au moins par égoïsme. Parce que de toutes les manières, vous êtes concernés. Et nous, les Français, nous disons l'Afrique, c'est à nos côtés, ce sont nos partenaires. Et nous devons vous aider à vous aider. Et ça, comment vous allez entendre ce message ? Les Européens, oui. Les Africains sont tout à fait d'accord. Oui, d'ailleurs, vous avez vu que les interventions françaises ont été en général très très bien reçues. Oui. Mais, si vous voulez, certains partenaires européens se disent « Oui, mais il faut davantage s'occuper de l'Est. » Il faut s'occuper de tout. Oui. Bien sûr, on parlait de l'Ukraine. Il y a à l'Est des pays dont nous devons nous occuper, l'Europe. Mais notre bord sud, l'euro-Méditerranée, l'euro-Afrique, c'est essentiel. Et il faut aussi avoir à l'esprit que c'est pas simplement par générosité. L'Afrique est un continent magnifique qui va se développer d'une façon extraordinaire. Et il faut l'aider à se développer. Alors on parle de l'Afrique, on est sur TV5 Monde, on peut aussi parler du Maghreb. Une question sur la Tunisie. Vous allez rencontrer demain à Paris le Premier ministre tunisien, Mehdi Joma. Est-ce que vous trouvez que la façon dont la Tunisie est en train de régler, je dirais, son printemps arabe, le fait de manière positive? Oui, la réponse est oui. Je me trouvais toujours avec mon collègue allemand avant-hier,
en Tunisie, et le message que nous avons passé, c'est confiance et mobilisation. Confiance parce que la Tunisie a fait un grand chemin, il lui reste encore à décider sa loi électorale et à voter, mais pour le reste, la Constitution est à bien des égards exemplaire, et il y a quand même une pacification. Il faut bien sûr que sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, il y ait encore des progrès, mais confiance et mobilisation de la France et de l'Europe aux côtés de nos amis tunisiens. Nous étions donc la semaine dernière là-bas, le Premier ministre tunisien sera lundi et mardi à Paris. Il sera également ensuite reçu en Allemagne. Nous comptons énormément sur nos amis tunisiens. Nous sommes à leur côté. Et d'ailleurs, là c'est plutôt anecdotique, mais pour encourager les choses, j'ai dit, et je le ferai, que je passerai une partie de mes vacances en Tunisie. Je pense qu'il faut aussi montrer l'exemple. Et en plus, c'est un exemple agréable. À côté de la Tunisie, il y a l'Algérie. Qu'est-ce que vous pensez de la réélection pour un 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika? Écoutez, les populations s'est prononcée, j'ai pas de commentaire particulier à faire, mais là aussi, et la France, bon, bien sûr, elle est très très proche de l'Algérie, mais c'est aux Algériens à décider leurs affaires. Je note notamment un élément très positif, vous parliez tout à l'heure du Mali, on parlait à l'instant de la Libye, dans toutes ces situations difficiles, l'Algérie a joué un rôle très positif en matière de sécurité. De coopération sécuritaire. Ah oui, vraiment, je tiens à rendre hommage à ce qui a été fait par les autorités algériennes, parce que sans eux, il aurait été très très difficile d'agir. Je reviens un instant sur la Tunisie pour signaler que Mehdi Joma, le Premier ministre tunisien, sera l'invité demain du Grand Angle du 64 minutes. C'est un homme très bien. Il fallait le dire. Alors, vous évoquez aussi souvent, Laurent Fabius, le concept de diplomatie économique. C'est un concept auquel vous êtes attaché. Vous êtes aussi ministre du Commerce extérieur. C'est aussi une nouveauté, une première en France. Vous êtes, on peut dire, le ministre de la diplomatie globale. Oui, exactement. Je crois qu'on ne peut pas séparer, si vous voulez, la diplomatie stratégique, la diplomatie éducative et culturelle et la diplomatie économique. Les ambassadeurs qui sont les représentants de la France traitent l'ensemble des sujets. Donc vous voulez associer le réseau, en fait, l'important réseau diplomatique français à l'économique? Le réseau français est le 3e du monde en matière diplomatique. Mais ce réseau, il doit aider nos entreprises à être plus présentes à l'étranger. On a un problème de commerce extérieur. Il doit aider davantage les touristes à venir en France. Il doit aider sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan sportif aussi. Donc la diplomatie, le mot est exactement celui-là, est désormais une action globale. Mais c'est le rôle des diplomates de faire d'essayer de décrocher des contrats. Bien sûr. Et ça ne diminue en rien leur influence. Au contraire, la France c'est une grande puissance diplomatique. Mais si nous devions être affaiblis durablement sur le plan économique, un beau matin, on dirait d'accord, vous êtes membre permanent du Conseil de sécurité, mais qu'est-ce que vous pesez? Donc il faut à la fois s'occuper de diplomatie stratégique, d'éducation, de culture, de recherche, et d'économie, et de sport, et du reste. Est-ce qu'au final, ce ne sont pas les intérêts économiques qui vont dicter leurs lois à la diplomatie? Non, tout ça converge. Lorsque je me rends, comme je le ferai bientôt en Chine, ou aux États-Unis la semaine prochaine, je parle avec mes collègues, ou avec mon collègue qui me reçoit, avec les présidents, de quoi? Évidemment de la stratégie, mais je parle aussi, j'essaye de faire progresser les intérêts économiques de nos entreprises, c'est bon pour ceux qui travaillent en France. Je parle de culture, implanter un lycée français, développer une présence culturelle. Bon, et aussi des droits de l'homme. Bien sûr, mais en ce qui concerne les droits de l'homme, on sait l'engagement de la France dans ce domaine, mais je trouve que en général, quand on veut régler des situations individuelles, c'est plus efficace de les traiter sur un plan direct et parfois discret, parce que si on le porte à la place publique, du coup, se crée un problème de face et les pays hésitent à régler ces problèmes. Donc, il faut à la fois affirmer les principes et traiter les choses en face à face. Encore une question, on est à cheval sur la diplomatie et l'économique, c'est la reprise d'Alstom, un des grands du secteur industriel français, par l'américain au départ, c'était l'américain General Electric qui apparemment tenait la corde. Aujourd'hui, la France négocie avec Siemens, le groupe allemand. C'est plutôt cette solution-là qui a votre Au moment où faveur. vous m'interrogez, dimanche soir, je pense que l'essentiel est de ne pas se précipiter. Il y a une situation qui n'est pas facile de ce groupe, qui est un magnifique groupe. Il y a des propositions diverses.
Il faut étudier cela de manière calme et prendre des décisions en fonction de l'intérêt de la France et de l'intérêt de l'entreprise. Mais il n'y a aucune raison de se précipiter. Il n'y a pas d'urgence. Gardons notre calme et essayons de favoriser la solution conforme aux intérêts de la France et de l'entreprise. Alors, vous êtes aussi ministre du Tourisme. C'est encore une nouveauté, ce rattachement aux affaires étrangères. Alors, la France est pour l'instant encore la première destination mondiale pour les touristes. J'ai vu 83 millions de touristes en France en 2013. Cette médaille d'or française, elle va la conserver ? Oui, mais je mettrai un petit bémol. Nous sommes en nombre de touristes les premiers, mais en ressources apportées par les touristes, seulement troisième. Ça veut dire qu'ils dépensent moins en France ? Ça veut dire qu'ils restent moins longtemps et qu'ils dépensent moins. Et d'autre part, il y a une montée de toute une série de concurrents. Alors, la France est un pays magnifique, je dirais sans chauvinisme aucun, le plus beau du monde. Mais il faut faire des choses, prendre des décisions pour que la filière économique touristique se développe encore. 3 chiffres. En 1950, il y avait 25 millions de touristes internationaux dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 1 milliard. Globalement. En 2030, il y en aura 2 milliards. Il faut donc que la France, vous avez dit 83 millions, mais il faut passer à 100 millions, 120 millions, 150 millions. Et tout ça s'organise. En commençant, bien sûr, il y a les touristes français, il faut s'occuper d'eux. Mais pour les touristes étrangers, bon, ça commence par les visas, ça continue par les avions ou les trains, l'aéroport. Demain matin, à, je ne sais pas quelle heure, 5h30, 6h, je serai avec toute une série d'autorités à Roissy, parce que le premier accueil, c'est Roissy. Il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit aimable. Ensuite, les taxis, les moyens de transport, les hôtels, la formation, etc., les commerces. Bon, et c'est cette filière-là... Les commerces ouverts le dimanche aussi, si nécessaire. Non, pas en général, mais dans les zones touristiques, j'ai pris l'exemple, il a été commenté, les Galeries Lafayette. Vous connaissez les Galeries Lafayette. Je vois l'autre jour le président des Galeries Lafayette qui me dit, écoutez, là, en ce moment, j'ai pas l'autorisation d'ouvrir le dimanche. Si j'ai cette autorisation, immédiatement, je recrute 600 emplois, je les paye double et uniquement sur la base du volontariat. Il faut discuter, hein. Quand on vous dit ça, il faut discuter. Et donc, le projet, c'est d'organiser vraiment une filière économique. Aujourd'hui, c'est autant d'emplois que l'automobile. Pour que... C'est 2 millions d'emplois. Oui, c'est considérable. Pour que partout dans le monde, les gens se disent, eh bien, il faut aller en France, et on va être bien accueillis. Allez, il nous reste très peu de temps, 30 secondes pour parler du climat. La France va accueillir cette conférence mondiale en fin 2015. Il y a urgence, vraiment, il y a urgence. C'est ça, un des objectifs de cette conférence, c'est de faire bouger les choses. Oui, c'est une conférence, on va avoir beaucoup l'occasion d'en reparler, qui est fondamentale, en décembre 2015. Vous avez vu que les scientifiques nous disent que c'est pas 2 degrés d'augmentation de la chaleur qui risque de se produire, mais 4 ou 5, avec des conséquences apocalyptiques. Donc, va se réunir l'année prochaine, à Paris, une grande conférence pour essayer de trouver un accord global et différencié. La France a l'honneur de la présider, moi-même en l'occurrence, et donc il faut préparer la diplomatie pour qu'on arrive à un résultat positif. Merci Laurent Fabius d'avoir répondu aussi rapidement à toutes ces questions, à cet éventail de l'actualité. Merci en tout cas. Et nous on se retrouve dans quelques instants pour l'essentiel du 64 minutes. Restez avec nous.